Bonsoir, bonsoir chers auditeurs et chères auditrices, je dirais plutôt bonsoir. Bienvenue sur la télévision Bakambi TV. Comme on vous l'a dit, hein, Bakambi TV se met désormais aussi comme tout le monde en streaming. Nous avons aujourd'hui le plaisir de voir enfin, parce qu'on a on a beaucoup échangé au téléphone, on a fait avec la radio, monsieur Zoro Bilel, un acteur et activiste de la place européenne, hein, acteur, activiste africain de la RDC, République démocratique du Congo, mais il est plutôt panafricain. Donc, M. Zoro Bilel sera en compagnie de M. Kaïs Sebelebe, hein, animateur de la télévision Bakambi et de la radio Bakambi aussi. M. Zoro Bilel, bonsoir. Bonsoir, M. Kaïs Ebel, et bonsoir en tout cas aux téléspectateurs et aux auditeurs de la radio Bakambi. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. En tout Je cas, vous en vous prie. êtes sur la place de Paris, vous êtes en France, en Belgique, dans le monde. En ce moment, je suis à Paris. Je suis à Paris. D'accord. Vous êtes à Paris et vous êtes un homme, moi je dirais quand même, qui est assez actif. Est-ce que pour nos téléspectateurs et téléspectatrices, vous pouvez nous dire exactement ce que vous faites, M. Sorbinet, avant qu'on rentre dans le sujet hein, de l'actualité? Au fait, les Congolais, les Africains me connaissent en tant qu'activiste qui lutte pour qu'il y ait le respect des droits humains au Congo et en Afrique et qui lutte beaucoup pour la libération de l'Afrique et de l'homme noir partout où il se trouve. Je suis Congolais d'origine. Actuellement, je suis en France où je vis et je travaille. D'accord. Vous êtes un activiste panafricain alors? Ou bien vous êtes un Je suis activiste tout court? panafricaniste. On entend beaucoup le mot panafricanisme, mais panafricanisme, ça veut dire quoi aujourd'hui? Tout le monde se réclame panafricanisme. Le président Gbagbo a créé un parti panafricain. Mandela était un panafricain. Mais les panafricains aujourd'hui, ils font quoi? Parce qu'on entend ça maintenant. En fait, il faut bien faire la différence entre panafricain et panafricaniste. Le panafricain, c'est quelque chose qui dépasse les frontières, qui embrasse tout le monde de tout le pays d'Afrique. Mais les panafricanistes, c'est celui qui lutte pour que les frontières héritées de la colonisation, les frontières que les impérialistes nous ont imposées à la conférence de Berlin, puissent sauter, que les cloisons qu'on a créées à la conférence de Berlin, qu'on appelle les pays, puissent sauter. Les panafricanistes, ils luttent pour la déberlinisation de l'Afrique en vue de créer cette nation africaine où tout le monde en Afrique peut bouger, aller et revenir sans qu'il y ait des problèmes, se retrouver chez lui. Le panafricanisme, c'est quelqu'un qui veut que tous les Africains ne deviennent qu'un seul peuple, une seule communauté, une seule nation. Les panafricanistes, c'est quelqu'un qui veut le bien-être collectif de tous les Africains partout où ils se trouvent, que ce soit en Afrique, en Europe, aux Amériques, partout dans le monde. La différence doit vraiment être faite. Voilà pourquoi je suis en train de dire, je ne suis pas panafricain, mais je suis panafricaniste. Je suis de la doctrine qui veut que la direction de l'Afrique soit rendue aux Africains et surtout que les frontières héritées de la conférence de Berlin, les cloisons de Berlin qui sont créées en Afrique puissent disparaître. Voilà pourquoi j'utilise les concepts de déberlinisation. Nous devons déberliniser l'Afrique et le seul moyen pour y en arriver, ce n'est que le panafricanisme. Merci beaucoup, M. D'accord. Taïs. Donc vous voulez débéraliser, c'est-à-dire que ce que vous voulez, vous, c'est annuler complètement l'esprit les conclusions de Berlin. Vous voulez revenir aux frontières avant Berlin, vous voulez reconstruire l'Afrique telle qu'elle était avant. On est en 2022, est-ce que c'est pas un peu reculé? C'est peut-être pas reculé, c'est peut-être pas utopique. J'ai cru lire dans votre pensée. Non, 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 ce n'est pas Oui, reculé pour la simple raison parce que l'Union européenne qui existe aujourd'hui, je ne pense pas que ça date d'il y a 2 siècles, 3 siècles. Et la République d'Allemagne, la République fédérale d'Allemagne, a été réunie alors qu'elle a été divisée pendant pratiquement 50 ans. Et je pense que nous, n'ayant pas participé à la conférence de Berlin qui a décidé que les frontières soient tracées, qui a décidé que les cloisons de Berlin soient créées en Afrique, c'est que nous appelons nos pays, nous n'ayant pas participé, c'est-à-dire nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents n'ayant pas participé à ces procédures-là, je ne pense pas que nous puissions y souscrire. S'il faut créer des pays, des nations, ce devrait être la volonté des Africains par eux-mêmes de disposer de cette possibilité-là. Sauf que là, nous avons subi, ce qui fait que lorsque je suis au Congo RDC, Congo-Kinshasa, vous remarquerez que j'ai des frères qui sont en Angola, j'ai des frères qui sont au Congo-Foua, qu'on appelle Congo-Brazzaville, j'ai des frères qui sont au Gabon, au Cameroun, j'ai des frères qui sont en Centrafrique, ainsi de suite. Cette partition-là a voulu que des clans, des ethnies, des tribus soient divisées
et nous soyons confinés dans des cloisons que nous appelons des pays. Voilà pourquoi je pense que la création du pays, qui est une surface géographique délimitée par des frontières, revient à la population elle-même. Sauf qu'au-delà de la surface géographique tracée par des frontières, nous sommes une nation. Parce que moi, dans les concepts de la nation, lorsque nous parlons de la nation africaine, nous voyons les clans, les ethnies, les tribus, les peuples qui composaient notre continent avant que la conférence de Berlin ait lieu. Et lorsque nous allons questionner avant la conférence de Berlin, nous allons nous rendre compte que des Congolais, les Congos, je voulais dire pas les Congolais, mais les Congos se retrouvent en RDC, en Angola, ils se retrouvent en Centrafrique, ils se retrouvent au Congo-Foi, au Gabon, au Cameroun, ainsi de suite. C'est dans cet ordre-là qu'il fallait voir les choses. Nous devons déberliniser l'Afrique et créer une forme de fédération qui va s'identifier par ordre des peuplades, je voulais dire, par ordre des ethnies majoritaires, c'est-à-dire les Bantous vont se réunir avec les Bantous et ainsi de suite créer des nations dans ce sens-là, mais qui doivent être, ces pays-là doivent être notre décision et non une volonté impérialiste, expansionniste qui a eu lieu il y a de cela quelques siècles à Berlin. Merci beaucoup. D'accord. Donc, ça fait penser un peu à un discours de Lumumba en 60, de Ngwabi au Congo, de Thomas Sankara et de Mandela. Est-ce que vous suivez les traces de ces grands leaders-là? Je suis plutôt dans les traces, je voulais, de Thomas Sankara et Patrice Lumumba, qui est de chez moi, de Ngwabi aussi, j'ai souscrit. Bon, Mandela, je reste dubitatif. Moi, au côté sud-africain, je suis plutôt proche de Steve Bantu Biko. C'est plutôt lui qui m'a vraiment réveillé. Et connaissant ce qui est arrivé au Congo RDC et connaissant la participation de l'Afrique du Sud sous la direction de Mandela et ses poulains, je ne peux pas Oui. souscrire à cela. Et voilà pourquoi j'ai l'habitude de répéter toujours ce qu'il disait Samora Machel à son époque. Lorsque vous voyez les Blancs applaudir votre frère, sachez qu'il vous a déjà trahi. C'est ce qui est le cas en fait. D'accord. D'accord. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet, hein. L'actualité aujourd'hui, en Angleterre, on a vu, hein, il y a beaucoup comment dire ça, de médias qui relaient la contestation d'un accord qui est signé entre le Rwanda et puis l'Angleterre, c'est-à-dire que désormais, Boris Johnson considère qu'il faut envoyer au Rwanda les réfugiés qui sont arrivés depuis janvier de cette année et qui arriveront à partir de maintenant, ils seront envoyés là-bas. Et lui, il utilise en anglais le terme export. Hum. Avant de vous demander, le mot export dans le commerce, on parle de marchandises. Est-ce que ça, c'est pas choquant de traiter des êtres humains comme des marchandises? Mais qui ne sait pas que Boris Johnson, c'est un raciste? Il est de l'extrême droite, à ce que je sache, non? C'est quelqu'un qui n'a pas du respect à l'humanité des gens qui existent. Donc, moi, ça ne m'étonne pas quand il parle d'export. Donc, nous, en fait, les réfugiés qui vont arriver après le 1er janvier 2022 sont considérés comme des marchandises, mais c'est aussi une manière pour vous dire indirectement que vous qui arrivez chez nous, qui n'êtes pas comme nous, sachez que nous ne vous considérons pas comme humains. Mais moi, ça ne m'étonne pas que ça sorte de Boris Johnson, parce que ses ancêtres de l'Angleterre ont fait pareil pendant plus de 6 siècles avec leur politique d'expansionnisme. Ils ont fait pareil et c'est quelque chose qui ne devait pas étonner les gens. Ça devait plutôt mettre la puce à l'oreille à chacun de nous afin de prendre nos responsabilités et agir de manière à mettre hors des temps de nuire ces genres d'individus qui considèrent les humains comme lui comme des marchandises. Exporter, c'est le Congo exporte le cobalt, le Congo exporte la danse, la musique, le Congo exporte du coltan, Le diamant? du diamant, de l'uranium. Maintenant, faire la liaison entre des réfugiés, des gens qui ont fui, des guerres qui sont orchestrées dans leur pays par ces impérialistes dont l'Angleterre fait partie, des décisionnaires, traiter ces gens-là de marchandises ou de produits, c'est quelque chose qui devrait révolter plus d'une personne et qui devait énerver comme pas possible et la communauté internationale. Mais comme la communauté internationale est dans ces jeux-là et dans ces systèmes-là, et elle fait partie de ce qui est en train d'arriver, elle ne peut que faire la sourde oreille. Voilà ce que je peux dire. Et un premier ministre qui traite les êtres humains des marchandises, qui va exporter
Et ça revient quelque part à rimer avec la déportation, déportation, déporter, exporter. Donc des gens qui viennent chercher refuge chez eux et ils vont exporter. C'est comme si l'Angleterre était devenue producteur d'un produit qui s'appelle des réfugiés qu'on va exporter quelque part au Rwanda avec leur poulain Paul Kagame. Merci. Oui. Alors, quand vous parlez de Kagame, il y a des associations qui critiquent le rapport. On va rentrer dans le sujet du rapport. Aujourd'hui, le Rwanda n'en est pas à son premier contrat. Il y a le Kosovo qui a commencé il y a à peu près 2 ans déjà. Le Kosovo reçoit des réfugiés du Danemark. En fait, c'est le Danemark qui a signé un accord avec le Rwanda aussi, qui va envoyer les réfugiés. Mais moi, ce que j'aime bien dans cet accord, c'est que le Rwanda, dans cet accord, a exclu certains pays. Il a dit il veut bien recevoir les réfugiés d'autres pays, mais il refuse des réfugiés de plusieurs pays, dont la RDC. Pourquoi il refuse les réfugiés de la RDC avant qu'on ne voie les conséquences? À votre avis, pourquoi il précise bien il ne veut pas des réfugiés du Congo-Kinshasa? Pourquoi? Bah, c'est tout à fait normal. Ça fait plus de 20 ans, disons 25 ans, je vais dire, que les Rwanda de Paul Kagame, les Rwanda de Hima Tutsi, mono-ethnique dirigé par Paul Kagame, a un contentieux avec les Congo, la République démocratique du Congo. Et ces contentieux-là est allé au niveau d'un génocide, au niveau des viols sur hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, au niveau de plus de 12 millions de morts. Il sait pertinemment que les Congolais, pas les pouvoirs au Congo, mais les peuples, la population congolaise, a une forme de rage, de haine vis-à-vis de ces régimes mono-ethniques qui règnent au Rwanda. Une forme de rage, de colère qui veut qu'il y ait justice, il y ait réparation, qu'il y ait aussi condamnation par rapport aux atrocités que les armées rwandaises ont orchestrées au Congo depuis 1996. C'est tout à fait normal qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des Congolais chez lui parce qu'il sait pertinemment que les Congolais qui viennent chez lui peuvent se transformer en une machine de mobilisation contre son pouvoir. Voilà pourquoi il est ouvert à prendre des réfugiés venant d'autres pays en refusant de récupérer ses propres frères rwandais, Tutsi comme Hutu, qui sont réfugiés au Congo et partout ailleurs dans le monde. Mais il préfère prendre d'autres personnes qu'ils vont faire venir au Rwanda. Et un Rwanda, un pays que vous savez pertinemment qui est tellement petit, à se poser la question, lorsque le Rwanda va recevoir tous ces réfugiés-là qui viennent de partout dans le monde, et la plupart des cas des mondes islamistes fouillant la guerre, dont parmi sont des mercenaires, dont parmi sont des acteurs des crimes dans leur pays, ces gens-là, leur objectif final, c'est habiter Kigali, Gisenyi, ou c'est plutôt traverser les frontières vers le Congo, où les Rwandais mènent une guerre, une forme de guerre qui décime la population autochtone depuis plus de 20 ans. Ce sont des questions que nous devons nous poser et c'est tout à fait normal qu'ils ne veulent pas que des Congolais viennent chez lui parce qu'il sait pertinemment que nous avons la capacité de mobiliser, de convaincre les gens pour mettre son régime hors d'état de nuire. Voilà pourquoi, étant malin, il ne veut pas que la puce, les virus rentrent dans son pays. Il préfère que les virus restent chez lui où il se trouve que venir chez lui. C'est comme ça que je peux dire ça, même si le terme virus est un peu délicat à utiliser. Merci beaucoup. D'accord. Alors, prenons l'accord. Moi, ce que j'essaye de comprendre, c'est l'accord. Pourquoi le Rwanda, qui est un pays africain et qui normalement devrait se battre à se développer et à aider les autres pays à se développer, pourquoi aujourd'hui le Rwanda est intéressé par de recevoir des réfugiés chez lui? C'est quoi le but, d'après votre analyse? Non, mais je venais de parler de l'empire Hima-Tutsi, l'hégémonie Hima-Tutsi. Le Rwanda est dirigé aujourd'hui par ces clans de Hima-Tutsi qui sont dans la politique d'expansionnisme en Afrique centrale, c'est-à-dire le bassin du Congo. Leur objectif est d'occuper tous les bassins du Congo. Voilà pourquoi accueillir des réfugiés venant d'ailleurs pour le Rwanda est une bonne occasion pour eux de déverser en même temps ces réfugiés-là au Congo voisin où ils ont du mal à conquérir les terres, où ils ont du mal à vendre leurs démarches pour la simple raison que le Congo est mobilisé. Ça fait un moment qu'ils sont en train d'accuser des troupes islamistes grouillées au Congo, à l'est du Congo. Et vous pensez que c'est anodin le fait que Paul Kagame puisse accepter des réfugiés venant de l'Angleterre, sachant que la majeure partie de ceux qui font la demande des refuges en Angleterre
proviennent des pays comme Afghanistan, Pakistan, des pays qui étaient anciennement colonisés par l'Angleterre. Donc ces gens-là venant au Congo, au Rwanda, seront une bonne occasion pour ces petits pays qui n'auront pas d'endroit pour les héberger, de les transplanter vers la RDC, où ils pourront utiliser en même temps des mercenaires sous le couvert de l'islamisme et donner raison à tous ces gens qui combattent, entre guillemets, l'islamisme dans le monde entier. Je pense que le Kagame est en train d'agir au service de l'impérialisme et des expansionnistes que nous avons toujours décriés depuis tout le temps. Et Kagame est au service des États-Unis d'Amérique, il est au service de la communauté internationale qui est derrière cela. Je me pose des questions. Pourquoi l'Angleterre veut renvoyer vers le Rwanda, qui est un pays pauvre, qui est un pays qui est perfusé par les contributions de la communauté internationale et un pays qui survit grâce à la spoliation au vol qu'il orchestre en République démocratique du Congo? Qu'est-ce qui veut que l'Angleterre envoie les réfugiés dans ces pays qui n'ont pas de réputation d'être démocratiques, dans un pays où on ne respecte pas les droits de l'homme? Ce sont des questions que les gens devraient se poser comme question. Le Rwanda n'est pas un pays démocratique. Le Rwanda n'est pas un pays viable parce que le Rwanda, en termes de production en produits intérieurs bruts, n'est pas un pays où chacun dans son coin pourra rêver à aller vivre. Le Rwanda n'est pas capable de subvenir au bien-être de son peuple en creusant que dans le Rwanda. Voilà pourquoi le Rwanda est sous perfusion et transfusion de la communauté internationale. Et ces pays pauvres qui ne sait pas s'acquitter par rapport à ses moyens propres de besoin de son pays peut encore recevoir des réfugiés venant d'ailleurs. Pourquoi Boris Johnson ne négocie pas avec l'Irlande, par exemple? Pourquoi il ne négocie pas avec la France? Pourquoi il ne négocie pas avec le Danemark, la Finlande? Pourquoi il ne négocie pas avec l'Ukraine? Tiens, pourquoi le Rwanda? Est-ce que quand vous dites que le Rwanda est un pays pauvre, quand vous dites que le Rwanda n'a pas de richesse, n'a pas de... Tout le monde le dit, mais le Rwanda, tout le monde dit que c'est un pays qui est quand même bien organisé, qui est propre, beaucoup de gens pensent que la qualité de vie est bien meilleure au Rwanda que dans d'autres pays d'Afrique. Quand on regarde l'urbanisme au Rwanda, on peut quand même dire que le président Kagame travaille au Rwanda, comparé aux autres pays africains. Non, Central, par exemple. Travailler au Rwanda, ça, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un problème. Moi, quand je dis que le Rwanda, c'est un pays qualité pauvre, de vie, hein, qualité de vie la quand même qualité de vie, non, ça, quand je dis que le Rwanda, c'est un pays pauvre, hein, moi, je poserai la question, je vais reposer la question, non à vous, mais à ceux qui vont nous suivre, de réfléchir, de penser vraiment. Qu'est-ce qui veut que le Rwanda puisse créer cet environnement-là au Rwanda, alors que le Rwanda ne produit rien sous son sol? La seule richesse que le Rwanda détient, c'est des collines, des montagnes et des vaches. Nous savons très bien que le Rwanda n'est pas un exportateur de vaches dans le monde. En retour, nous nous rendons compte que le Rwanda est devenu le premier producteur de coltan. Sous les sols rwandais, il n'y a pas de coltan. Le Rwanda vend les diamants. Sous les sols rwandais, il n'y a pas les diamants. Le Rwanda vend de l'or, de l'uranium, du cuivre, du cobalt. Sous son sol, il n'y a pas ces matières-là. Au contraire, chez leurs voisins qui sont là, dans la République démocratique du Congo, toutes les richesses que j'ai citées s'y retrouvent. Et je vous rappelle que ça fait plus de 25 ans que le Rwanda mène une politique de guerre au Congo. Ça fait plus de 25 ans que le Rwanda occupe le Congo. Maintenant, si il faut rendre son pays heureux, son pays riche, en volant la richesse de ses propres voisins, de ses propres frères, au prix d'un génocide qui a coûté la vie à plus de 12 millions de morts, au prix des massacres, des viols, je répète, sur hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux. Vous ne trouvez pas, chers téléspectateurs et auditeurs, et toi-même, M. Caïs, qu'il y a une forme d'hypocrisie vis-à-vis de la communauté par rapport à la communauté internationale et en ce qui concerne la RDC? Parce que les termes que je viens d'employer, ça fait plus de 20 ans que le Congo utilise ces termes-là. Personne n'en parle dans le monde. Mais l'Ukraine, ça fait quelques mois qu'ils répètent les mêmes termes et tout le monde est dans ces alertes. C'est des questions que nous devons nous poser. Le Rwanda n'est pas un pays riche, c'est un pays pauvre. Ce que Kagame est en train de faire dans son pays, c'est en tuant, en exploitant, en pillant les Congos qu'il fait en retour. Ce qu'il est en train de faire dans son pays en étant une main d'œuvre de l'Occident de l'Empire, parce que le Rwanda fait le travail que les États-Unis auraient dû faire au Congo. Et pour éviter que les États-Unis soient responsables, ou la communauté internationale, l'Empire, je voulais dire, soit responsable des crimes au Congo, on utilise un pion qui ressemble à nous, qui a la même couleur de peau que nous. Voilà ce que j'appelle les avatars.
Kagame, c'est un avatar de l'Occident qui est au service de l'Occident. Et tout ce qui arrive au Congo, il fait le travail que l'Occident lui demande. Et en retour, il reçoit des miettes. Et ces miettes-là lui permettent, avec la rigueur militaire qu'il a, de rendre son pays potable, s'il faut le dire comme ça. Même si c'est un pays qui soit potable, dans les fonds, bas fonds, c'est le sang du peuple congolais qui coule. Oui. Merci, Bescaïs. Mais alors, donc, quand on entend la communauté internationale laisse Kagame donc, piller le Congo-Kinshasa, mais Kagame n'a pas, enfin, le Rwanda n'a pas d'usine de transformation locale du diamant et des richesses exploitées ou pillées au Congo, comme vous dites. Ces richesses-là sont achetées en Occident, sont vendues en Occident. Est-ce que le Rwanda n'est pas juste là comme étant le serviteur des Occidentaux? Mais c'est ce que nous sommes en train de dire depuis tout à l'heure. Le Rwanda est utilisé par l'Empire, par les impérialistes, pour créer ce désordre dans le bassin du Congo, et en l'occurrence le Congo, afin d'exploiter les richesses du Congo. Et Kagame est utilisé pour cette besogne. C'est le travail qu'il fait. Et le fait qu'il ait une armée, il faut vous poser la question, cette armée-là achète les armes, et ces armes proviennent de quel pays? Une fois vous avez des réponses sur les services d'intelligence qui guident les armées rwandaises dans leur politique expansionniste, vous allez comprendre directement qui sont derrière cette politique que mène Kagame, que ce soit au Congo, RDC, et en l'occurrence, aujourd'hui, ils sont en train d'avoir l'œil au Congo-Info à Brazzaville. Et d'ailleurs, je profite de cette occasion pour rappeler nos frères de l'autre rive du fleuve Congo, Nzadi Congo, qu'il est temps de se réveiller, d'arrêter de dormir. Ce que je voulais dire, c'est quoi? Kagame est un moyen militaire utilisé par l'Empire, par les impérialistes, pour exploiter le Congo. Et les multinationales que tout le monde connaît sont derrière cela, subventionnent, mettent l'argent afin que ces messieurs-là puissent occuper le Congo en allant même contrôler jusqu'au pouvoir décisionnaire de l'État de la République démocratique du Congo. Et ça, c'est une réalité. Ce n'est pas des supercheries que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas des histoires que nous racontons. C'est une réalité. Les mapping reports sortis en 2010 citent nominément le nom de Kagame et certains officiers du Rwanda dans les pillages, dans les exécutions sommaires, dans des exactions au Congo qui peuvent être appelées un génocide. Et ce terme-là, génocide, n'est-ce pas le terme qu'est en train d'utiliser aujourd'hui Zelensky? Ce terme que Joe Biden répète facilement, en sachant même que génocide, c'est un mot qui a été créé, c'est un mot valide, je voulais dire, qui a été créé, qui a une signification. Et lorsque nous transposons cette signification-là par rapport à ce qui se passe au Congo avec les troupes rwando-ougando-burundaises, nous parlons du génocide depuis 1997 au Congo. Qui reconnaît qu'il y a un génocide au Congo? En retour, qu'est-ce que les gens font? Ils sont en train d'ascenser Kagame, il est en train de construire le Rwanda. Le Rwanda est un pays riche, c'est un pays où les gens y vivent paisiblement, tranquillement. Mais je repose encore la question. Où le Rwanda trouve-t-il la richesse qui lui permet de construire son pays, qui lui permet de subvenir aux besoins de cette population qui est au Rwanda, si ce n'est au Congo? Et maintenant, la question, lorsque le Rwanda exploite le Congo, les produits qui sont puisés au Congo, qui sont les acheteurs de ces produits-là? Je vais rectifier M. Kayous. Je pense que Kagame a construit des raffineries d'or et des raffineries de coltan, de cobalt au Rwanda. Donc, ils vont puiser au Congo, ils vont transformer au Rwanda et ils vont vendre ça aux multinationales que toi et moi nous connaissons. Et en retour, ces multinationales, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du marketing pour le Rwanda. Ils donnent au Rwanda de Kagame les armes qu'il faille pour que celui-ci continue à faire le travail qu'il est en train de faire au Congo depuis 1996. Voilà pourquoi nous sommes en train de tirer la sonnette d'alarme et de le dire à haute voix. Lorsque Boris Johnson et Kagame signent un accord pour ramener des réfugiés au Rwanda, dans un pays pauvre, dont Sarkozy disait à haute voix, un pays à la démographie dynamique, mais dont l'espace n'est pas assez pour recevoir tout le monde. Et que Sarkozy, quand il disait cela, il parlait de l'occupation du Congo, du fait que les Congolais puissent céder leurs terres aux Rwandais, au Rwanda. C'est quelque chose d'inacceptable. Et la procédure qui est engagée avec Boris Johnson, c'est justement cette procédure-là qui va enchaîner dans les colonies de peuplement qui sont en train d'exécuter les Rwandais au Congo afin d'arriver à leur objectif.
Et voilà pourquoi nous devons mobiliser, rappeler au monde entier, rappeler aux Congolais et ceux Bantous du bassin du Congo que nous sommes en face d'une hégémonie de l'empire Emma Tutsi qui est dans l'expansionnisme et qui travaille en ce moment à prendre les bassins du Congo en cadenas, en traquenard. C'est à nous d'ouvrir les yeux. Merci beaucoup. Quand vous dites ça, que Kagame arrive, enfin, que les Rwandais sont en train de piller, bon, ils ont pillé une partie des richesses, mais eux, ils arrivent à faire quelque chose de l'autre côté, donc au Rwanda. Pourquoi oui, le Congo-Kinshasa, les dirigeants du Congo-Kinshasa n'arrivent pas à faire avec le reste quelque chose au Congo-Kinshasa? Les dirigeants du Congo-Kinshasa, ce sont des marionnettes du Rwanda, de Kagame. Les Rwanda, c'est Kagame qui dirige au Congo. On vous traitera de complotiste, que vous voyez les complots partout. Moi, en tout cas, ou bien les dirigeants ne sont pas à la hauteur. Non seulement ils ne sont pas à la hauteur, mais ils sont des marionnettes, ils sont des pantins au service de Kagame. Maintenant, on peut me traiter de tous les noms. Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Je dis la vérité. Depuis 1996 à aujourd'hui, les Rwandais contrôlent la République démocratique du Congo. Au mois d'octobre 1996, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, l'Afrique du Sud, l'Angola, les États-Unis ont pris les armes contre le régime de Mobutu. Le 17 mai 1997, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, cette force d'occupation qui a été créée au Rwanda, est arrivée à Kinshasa en chassant Mobutu. Une année après, Laurent Désiré Kabila, qui était l'air pantin, a décidé à ce que les Rwandais retournent chez eux. Lorsque les Rwandais sont partis dans leur repli, ils ont créé les rassemblements congolais pour la démocratie, les mouvements rebelles, les mouvements militaires RCD Rwanda. De l'autre côté, les Ougandais qui ont été chassés, ils ont créé les mouvements pour la libération du Congo, les MLC Rwanda, avec Jean-Pierre Bemba. Ensuite, ils ont créé le Conseil national pour la démocratie et le progrès, CNDP, avec Kunda Batouare à l'est. Ensuite, ils ont créé les M23. Ensuite, ils ont créé des mouvements qui vont grouiller comme des champignons à l'est du Congo pour déstabiliser le Congo et permettre à ce que les Rwandais puissent exploiter les terres du Congo. En même temps, ils ont fait les brassages par divers subterfuges pour créer les FARDC. Et lorsque vous allez questionner les FARDC, c'est-à-dire les forces armées rwandaises déployées au Congo, c'est que d'autres personnes appellent inconsciemment les forces armées congolaises. Lorsque vous allez questionner les FARDC, vous allez vous rendre compte que à 90%, les officiers qui contrôlent la machine militaire de ces organisations-là sont ici des mouvements dont j'ai cité les noms, c'est-à-dire des mouvements qui sont d'obédience étrangère, en l'occurrence le Rwanda et l'Ouganda. Et lorsque je suis en train de vous dire que les présidents qui dirigent au Congo depuis le 17 mai 1997 à aujourd'hui sont au service du Rwanda, c'est la vérité. C'est pour la simple raison que Paul Kagame est capable d'intimer, de donner des ordres, d'obliger le pouvoir à Kinshasa, et ce pouvoir-là se soumet. La preuve en est, les M23 que j'ai cités, les mouvements de rébellion soutenus par le Rwanda, sont en pleine négociation aujourd'hui avec Chilombo, Félix, alors que nous pensions, nous croyions, il était dit que les M23 a été défait depuis 2015. Qu'est-ce qui veut que les M23 ressuscitent aujourd'hui et puissent donner du fil à retordre aux armées de la RDC et que Kagame oblige les présidents soi-disant, entre guillemets, du Congo, négocier avec les M23. Donc c'est pour vous dire simplement, M. Kaïs et chers téléspectateurs, que ceux qui sont au pouvoir au Congo ne sont pas au service du peuple congolais. Ce sont des pantins du Rwanda et le Rwanda qui est au service de l'impérialisme. Donc c'est une procédure qu'il faut aller vraiment dans les détails pour aller piocher là où se trouve la petite bête. Le pouvoir au Congo, le pouvoir de Tshisekedi, c'est un pouvoir sans pouvoir, c'est un pouvoir d'étiquette, c'est un pouvoir qui ne décide pas pour le Congo. C'est une vérité. Posez la question aux Congolais, posez la question à ceux qui habitent l'Est du Congo, dans tout ce qui se passe au Congo aujourd'hui, vous allez comprendre tout de suite que c'est les Rwandais qui dirigent au Congo. Voilà pourquoi ils ont créé une armée qui est la colonne vertébrale même de cette occupation. Ils ont appelé ces armées-là FARDC, qui signifie Force armée rwandaise déployée au Congo. C'est ce qu'ils appellent l'armée nationale congolaise. En réalité, je répète encore, lorsque vous allez voir la chaîne de commandement de ces armées-là, tous les officiers à 90% proviennent du Rwanda ou des mouvements
militaire de rébellion créée par les Rwandais. En quoi le Congo est dirigé par des Congolais pour les Congolais? Ça, c'est la question que devrait se poser tout le Congolais. Merci, mon grand. Je comprends bien, votre combat, c'est de pouvoir libérer le Congo-Kinshasa, de reprendre votre pays parce que vous estimez qu'il est occupé par le Rwanda, qui est utilisé par l'Occident. Et aujourd'hui, le Congo-Brazzaville vient de signer le même accord pratiquement, mais un accord différent. Là, il parle plutôt business. Le Congo signe un accord avec le Rwanda et Congo-Brazzaville et va s'installer au Congo-Brazzaville une société qu'on appelle Cristal, qui est un fonds de développement rwandais. En tout cas, vous, comment vous voyez cette arrivée du Rwanda, comme on dit, à 15 minutes de Kinshasa? Bah, j'ai utilisé un terme militaire il n'y a pas longtemps, il y a même pas quelques minutes là. Ils sont en train de prendre les bassins du Congo à Traquenard. Ils occupent l'Est, ils doivent occuper aussi l'Ouest. Lorsqu'ils sont arrivés au Congo, ils sont arrivés comme des réfugiés. Après être des réfugiés, ils ont voulu avoir la nationalité. Après avoir voulu la nationalité, ils ont réclamé les terres. Quand ils ont réclamé les terres, c'est le pouvoir qu'ils ont réclamé. Et lorsqu'on leur a rappelé que vous venez du Rwanda, ce n'est pas chez vous ici, ils ont pris les armes, ils ont massacré, ils ont tué. Au Congo, nous sommes à 12 millions de morts aujourd'hui. Un génocide que la communauté internationale ne veut pas reconnaître. Maintenant, la société Crystal Machine que vous avez citée, c'est la branche financière de l'empire Hima Tutsi, de l'hégémonie Tutsi. C'est derrière cette société-là que le Rwanda fait son expansionnisme à travers le monde du bassin du Congo. C'est avec cet organisme que le Rwanda reçoit l'argent pour investir. Au Congo, on vous parle de plus de 8000 Rwandais qui demandent la nationalité congolaise. C'est quoi le Congo pour vous? Je ne comprends pas. Le Congo, c'est quoi? Le Congo, c'est ce que nous appelons abusivement le Congo-Brazzaville. Je ne vais pas donner l'honneur à un esclavagiste, un impérialiste. Brazzaville, c'est pas... Voilà, je préfère appeler Congo-Foi. C'est les noms des codes que nos ancêtres reconnaissaient, l'autre rive du Congo. Voilà. Donc, 8000 Rwandais demandent la nationalité congolaise au Congo-Foi. Vous trouvez ça normal que leur président vienne intervenir à leur faveur afin qu'on leur donne des terres pour qu'ils cultivent? Ils vont mettre l'argent pour développer ces terres-là. Dans l'entretemps, le même président, M. Kaïs, est en train d'accepter des réfugiés d'ailleurs, d'autres mondes, venant de l'Angleterre pour les installer au Rwanda. Vous ne trouvez pas qu'il y a anguille sur roche? Il y a quelque chose qui n'est pas clair là-dessus. Vous voulez dire qu'il aurait dû faire rentrer les 8000 Rwandais au Rwanda? Ce sont des Rwandais. Oui, plutôt que d'accepter les réfugiés qui viennent. Parce que c'est pas... La logique, elle est où? Vous acceptez des réfugiés qui viennent d'ailleurs, d'un monde que vous ne maîtrisez pas, alors que vous avez vos propres frères du Rwanda qui sont à quelques kilomètres du Rwanda, que vous ne voulez pas qu'ils retournent chez eux, mais vous préférez investir, mettre l'argent. Ces messieurs-là réfléchissent toujours en termes militaires. Et là où Paul Kagame est en train d'investir, est en train de mettre son nez, sachez qu'il y a des armées derrière. Et lorsque vous allez regarder les terres où il y a ces réfugiés rwandais qui veulent aujourd'hui la terre au Congo, qui veulent la nationalité congolaise de l'autre côté, vous allez vous rendre compte qu'il y a une jonction avec le Congo central en RDC. Et quand vous regardez la région du Congo central en RDC, c'est lui qui contrôle, l'officier militaire qui contrôle la base militaire, qui contrôle cette région-là, c'est un officier d'origine rwandaise. Vous pensez qu'il y a un hasard dans tout cela? Moi, ce qui m'étonne, c'est que nos frères du Congo-Foa acceptent cette procédure-là sans broncher, sans ouvrir la bouche, sans même remuer ciel et terre. Moi, quand je vois Coucou Nguesso en train d'accepter ce genre de procédures, je me pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas avec nos politiques? Qu'est-ce qui ne va pas avec nos leaders? Mais je comprends tout de suite qu'il est au service des impérialistes et il doit assurer à ce que l'oligarchie que l'impérialisme a instaurée, que ce soit au Rwanda, en RDC ou au Congo-Foa, puisse continuer sa vie. Peu importe la situation du peuple de dérive du Congo, la question est que les intérêts des impérialistes soient soutenus et surtout l'oligarchie reste au pouvoir, parce que Coucou Nguesso pourra mourir aujourd'hui, ça sera peut-être son fils ou un de ses amis ou quelqu'un qui est issu de cette oligarchie-là qui prendra le pouvoir. Pendant ce temps-là, le peuple du Congo, de l'autre rive, continuera de crever la dalle, de pleurer la misère. Ce n'est pas logique de céder les terres aux Rwandais qui ont une réputation de génocidaires au Congo voisin qui est votre frère direct.
C'est un Mais, appel mais que je vous, lance à mon frère du Congo, de l'autre rive. oui, Vous ne devez pas vous ne croyez accepter pas que cela. de l'autre côté, vous ne croyez pas que ceux qui sont au pouvoir au Congo, c'est aussi des gens qui réfléchissent et qui n'y voient pas d'inconvénient de faire affaire parce qu'il s'agit pour eux de business et ils ne croient pas à la thèse du complot que le Rwanda serait en train de préparer quelque chose ou de vouloir étendre leur pouvoir au Rwanda et ils pensent aussi qu'eux, ils sont assez intelligents pour contrecarrer les plans de Kagame et que si on fait business et que si Kagame a des plans inavoués, le Congo-Brazzaville se dit peut-être que bon, nous aussi on est prêt à vous recevoir. Si on veut être des amis, on restera des amis, mais si vous voulez jouer notre jeu, nous on saura répondre. Vous ne pensez pas ça? Moi, je pense toujours, c'est lui, en fait, avant de retirer la paille dans l'œil de l'autre, il faut retirer déjà dans celle qui est dans ton propre œil. Oui. Si Kagame veut développer, il va développer au Rwanda. Il ne va pas développer au Congo-Foi. Vos politiques qui parlent des business, qui parlent d'affaires, je répète, ils sont des avatars au service de l'Empire. Ce sont des gens qui doivent protéger une oligarchie qui est établie dans la région du bassin du Congo. Et cette oligarchie-là, lorsqu'elle décide à ce qu'on ouvre les portes à Kagame, au Congo-Foi, c'est tout à fait normal. Moi, je suis en train de voir la RDC prise en traquenard. On contrôle l'Est et on a la possibilité d'avoir une base arrière à l'Ouest, sachant que la capitale Congo RDC, Kinshasa, est juste à côté. Donc, facilement, on peut déployer des militaires de l'autre côté qui, ils ont des terres exploitées par les Rwandais parce que le président Coucou Nguessu de la République du Congo Mfoa a donné les terres aux Rwandais C'est le Kagame. président Sassou Nguesso. Sassou Nguesso. Pardon? Sassou Nguesso. Oh. Mon grand Cayus, je suis responsable de ce que j'ai dit D'accord. et vous êtes responsable de vos questions. Moi, je réponds juste. D'accord. Donc, J'assume ce que j'ai dit. d'accord. Donc vous avez bien, donc quand vous dites coucou, c'est qu'il y a un message. Il y a un message derrière? Ah, ben, bien sûr. Vous savez comment il fait le coucou pour élever ses enfants? Non. Le coucou n'a jamais construit de nid. Le coucou, il va pondre ses œufs dans les nids d'autres oiseaux. Donc, lorsque l'œuf du coucou va éclore, c'est l'autre oiseau qui va prendre soin de ses enfants. C'est un peu ça l'idée. Et ceux qui peuvent comprendre ce que je veux dire par là pourront approfondir ce qui n'est pas l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Ce que j'étais en train de dire, c'est que lorsque Sassou Nguesso, Coucou Nguesso signe des contrats avec Kagame, ce n'est pas des contrats anodins, ce n'est pas une histoire de business. Vous n'allez pas me dire que le Congo manque d'investisseurs, manque de lieux d'exploitation pour le pétrole qui est puisé à Pointe-Noire, là, dans l'océan Atlantique. L'argent part où? Ça sert à quoi cet argent-là? Vous pensez vraiment que Coucou Nguesso tel qu'il est là, il ne peut pas investir dans l'agriculture, transformer la terre, cultiver la terre, produire et vendre à ces Rwandais-là qui veulent exploiter les Congo-Foi, leur vendre les produits qu'ils veulent exploiter. Ils sont obligés d'acheter des terres, d'occuper des terres, d'avoir la reconnaissance de nationalité au Congo-Foi pour faire ce travail-là. De quel business, de quelles affaires on vous parle? Et quand vous parlez des affaires de business, qu'est-ce que le peuple reçoit en retour dans ces investissements-là? C'est la question que vous, en tant que journaliste, devrez poser au peuple du Congo-Foi. Sassou Nguesso est au pouvoir, si j'ai bonne mémoire, depuis 1978. De 78 en 2022. 79, il y a eu une interruption de 5 ans. Une interruption de 5 ans qui a fini telle que nous connaissons, nous savons tous l'histoire. Entre 92 et 97, si j'ai bonne mémoire. 97 à peu près, oui, 97, voilà. La guerre. Mais la guerre, eux, ils diront que ce n'est pas eux. Donc d'autres diront que c'est eux. La version, c'est que le président Lissouba a attaqué le président Sassou quand il était chez lui en train de dormir. Et donc la garde a dû réagir. La garde, Sassou Nguesso n'était plus au pouvoir, comment il avait la garde? L'État avait autorisé qu'il y ait une partie de... C'est cette partie des gardes-là qui ont renversé le pouvoir de Lissouba? Oui, avec le soutien après des Angolais. Voilà. Mais la question, c'est pas ça. La question, c'est, vous êtes aujourd'hui en train d'alerter les Congolais. Quel est le risque que vous voyez, vous, pour le Congo-Brazzaville, la RDC, l'Afrique centrale, en acceptant de traiter avec Crystal Business? Quel est le danger?
Moi, je suis en Est-ce train de que le dire. 8 000 Moi, personnes face à 5 millions de personnes, en face, la RDC, je pense que c'est plus de 66 millions d'habitants. Est-ce que ce petit pays euh, qui fait si peur n'est pas un pays que tout le monde peut, comment dire, entre guillemets, euh, comment dire, la RDC c'est le grand frère, le Congo peut être le petit frère, et puis lui c'est le dernier de la famille par rapport à sa taille. 8000 personnes face à des millions, 10 millions, 15, 20, 30 millions de personnes, ça ne passe pas sur la balance. Mais lorsque ces 8000 personnes sont lourdement armées, sont soutenues par ceux qui créent le désordre dans le monde, ça change tout. Je répète encore, les Rwandais, lorsqu'ils sont venus au Congo, ils sont venus comme des réfugiés, en fouillant des massacres et des guerres chez eux. Après qu'on les ait acceptés comme des réfugiés, ils ont commencé à demander la nationalité congolaise. Après la nationalité congolaise, ils ont commencé à réclamer les terres congolaises. Après les terres congolaises, ils ont commencé à réclamer les pouvoirs au Congo. Et lorsque nous leur avons rappelé qu'ils étaient des Rwandais, ils ont pris les armes. Ils ont créé l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, qui sont rentrés au Congo en octobre 1996 pour faire tomber le pouvoir de Mobutu le 17 mai 1997. Et depuis tout ce temps, ils contrôlent les Congos, ils contrôlent la machine politique, la machine spirituelle, la machine économique du Congo et la machine militaire du Congo, de la RDC. Lorsqu'ils viennent chez vous, ils sont arrivés comme des réfugiés. Après être reconnus comme tels, ils sont en train de réclamer la nationalité. Après avoir réclamé la nationalité, ils réclament les terres. Nous sommes des Bantous. Les terres appartiennent au clan. Les terres appartiennent à la tribu. Les terres appartiennent à l'ethnie. Les terres appartiennent au peuple. Vous ne pouvez pas céder des terres qui appartiennent au clan, aux tribus, aux ethnies, au peuple, à des étrangers. Posez-vous la question, je répète encore, ce sont des Rwandais qui sont installés au Congo Foie qu'on va, grâce à Crystal Business, investir pour transformer les terres chez vous. Le président du même Rwanda a signé un accord pour accepter des étrangers venus de l'Angleterre qui soient installés au Rwanda. L'ordre des priorités se trouverait où? N'est-ce pas de ramener ses frères rwandais qui se trouvent au Congo Foie, au Congo RDC, que d'aller chercher des Pakistanais, d'aller chercher des Afghans, d'aller chercher des Ukrainiens, tous ces gens qui sont en train de fuir les guerres, dont la plupart, nous savions, sont des mercenaires, des djihadistes, des islamistes, des intégristes. Il ne faut pas être naïf jusqu'à ce point-là pour dire qu'il s'agit de business, il s'agit d'investissement. C'est une politique expansionniste. Nous sommes en pleine expansion de l'hégémonie Hématouti. Et vous, les Bantous, des deux rives du Congo, Nzadi Congo, si vous restez dans cette forme de naïveté à croire au Père Noël, à croire que le monsieur vient investir chez vous, parce que les politiques de nos pays, nos deux pays, sont soumis à l'ordre impérialiste, nous sommes bien lotis pour ne plus avoir ces terres-là. À perdre ces terres-là qui, je rappelle, sont un héritage que nous ont légué nos ancêtres. Voilà pourquoi, au début de cette émission, j'ai parlé de la déberlinisation, de faire sauter les frontières héritées de la conférence de Berlin pour la simple raison que les deux peuples, les peuples des deux rives, sont des frères de même sang, de même famille. Et je parle encore en ordre des propriétés terrestres. La terre appartient à la famille, au clan, à la tribu, à l'ethnie, au peuple. La terre ne peut pas appartenir aux étrangers ni à des organisations quelconques. Il faut que les frères du Congo Foa se lèvent contre Kuku Ngwesu et surtout contre Kagame et les Rwandais qui viennent comme des fourmis. Lorsque vous sentez vous voyez qu'il y a 1, 2 fourmis à la maison, sachez qu'il y en a des millions et des millions. Et maintenant que Kagame, qui réfléchit toujours en termes militaires, vient mettre son nez en utilisant Crystal Business, qui est une branche économique du Fonds patriotique rwandais, il faut se réveiller et comprendre que les bassins du Congo, les Bantous, sont pris en traquenard. Et c'est ça mon message d'aujourd'hui, mon grand. Il n'y a pas d'autre solution, je n'ai pas tourné autour du pot. Il faut s'élever contre Kuku Ngwesu et contre les occupants rwandais qui vont bénéficier des terres chez vous, qui vont labourer, cultiver la terre
Mais derrière cela, il y a une politique militaire qui va se servir de cet endroit-là comme base arrière. Et à un moment donné, peut-être, lorsqu'ils vont déstabiliser le régime de Brazzaville, vous aurez comme peut-être à comprendre, comme on disait, lorsqu'ils sont arrivés, les nazis sont arrivés pour tuer les juifs. Moi, ça ne m'intéressait pas parce que je n'étais pas juif. Lorsqu'ils ont tué les catholiques, ça ne m'intéressait pas parce que je n'étais pas catholique. Lorsqu'ils ont tué les protestants, ça ne m'intéressait pas parce que je n'étais pas protestant. Lorsqu'il n'avait plus personne à tuer, il ne restait que moi. C'est moi qui sont venus tuer. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que lorsque les juifs tiraient la sonnette d'alarme, j'aurais dû me mettre au combat avec les juifs pour empêcher les nazis. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant avec vous, les frères du Congo Foa. Nous tirons la sonnette d'alarme. Nous, chez nous, avec les Rwandais, l'expérience que nous avons avec eux pour avoir accepté ces gens-là comme des réfugiés, pour leur avoir donné la nationalité et les terres, en 25 ans, cela nous a coûté la vie à plus de 12 millions de Congolais. C'est génocide que vous savez, mais que personne ne veut parler. Et je ne vais pas accepter que la même chose se reproduise chez mes frères de l'autre rive, alors que nous sommes encore là, capables de tirer la tonnelle de l'arme et de crier à haute voix jusqu'à ce que l'oreille la plus sourde du monde puisse attendre les cris et les pleurs de nos peuples. Merci, frère Reis. Je vous remercie beaucoup. Vous avez passé un bon moment avec, j'espère que les auditeurs, auditrices auront compris ce que vous dites et que vous tirez une sonnette d'alarme. Votre cri de cœur, c'est de dire ceux qui dorment, réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. Mais ceux qui vont vous écouter et qui ne croient pas à votre version vont vous dire encore un complotiste qui vient nous dire des choses. Pour vous, le message de la fin, c'est que la paix a un prix et que ce prix-là, il faut se réveiller. Il faut se réveiller, il faut que les frères du Congo Foa se prennent en charge, deviennent responsables et qu'ils se laissent hypnotiser par ces pouvoirs-là en place qui est en train d'endormir. Je répète encore, Coucou Nguesso est au pouvoir depuis 1979. Nous sommes en 2022. Il n'y a pas quelque chose qui dérange les frères du Congo Foa. De 1979 à 2022, c'est le même visage qui revient, qui avait des enfants. Aujourd'hui, ces enfants-là ont des ambitions de vous diriger à nouveau. J'ai parlé de l'oligarchie qui est instaurée dans la région et cette oligarchie-là veut assez que le pouvoir reste dans l'oligarchie. Sassou Nguesso, Coucou Nguesso va partir, ça sera peut-être son fils Kiki Nguesso qui va prendre l'affaire. Ça sera un de ces généraux qui prendra l'affaire. Pendant ce temps-là, mon coco que vous avez élu va crever en prison. Pendant ce temps-là, vous, les peuples, les vrais peuples, Congo, vous allez continuer à crever dans la misère indicible. Et eux, ils vont exploiter et votre pétrole et vos terres. L'argent ne servira aucunement à vous, le peuple, mais ça servira à leur famille et leur oligarchie. Voilà pourquoi vous devez vous lever et par tous les moyens mettre hors d'état de nuire et les pouvoirs de Coucou Nguesso. Et cet accord-là, signé avec un génocidaire de renom, Paul Kagame. Merci beaucoup, frère Kaïs, de m'avoir invité à ton émission et merci à tous les téléspectateurs et auditeurs de Radio Bakambi qui vont en tout cas partager notre vision. Et ceux qui ne sont pas d'accord dans les propos que j'ai tenus, j'assume mes propos et je suis prêt à débattre à qui veut et qui aura des arguments pour démontrer. Je serai là pour montrer que nous sommes dans la diction de la vérité et rien d'autre. Merci beaucoup, mon grand. Merci beaucoup. En tout cas, bon week-end et à très bientôt. À très bientôt. Dans votre combat. Merci beaucoup, Ingeta. Au revoir. Au revoir.